D'abord, Nicolas Bourriaud est commissaire d'exposition, théoricien et critique d'art. Il s'intéresse particulièrement aux relations entre l'art, la société et les changements théoriques, économiques, technologiques et environnementaux. Actif dans la définition d'un cadre théorique pour les expérimentations artistiques contemporaines, il a rédigé plusieurs textes qui sont devenus fondamentaux pour la discipline et qui ont participé au discours sur l'art contemporain, dont la définition de l'art relationnel. Parmi ses essais les plus connus, soulignons Esthétique relationnelle, Post-production et Radicant. En tant que commissaire, il a organisé entre autres l'exposition Trafic au Cap-C de Bordeaux. Il a également participé à plusieurs biennales, dont la Biennale de Venise, d'Athènes et récemment d'Istanbul. Et il a été responsable de la Tête triennale 2009, entre autres. Parmi ses activités professionnelles majeures, soulignons également qu'il a co-dirigé le Palais de Tokyo à Paris de 2000 à 2006 et qu'il est directeur général de Montpellier Contemporain, le MoCo, et de l'École supérieure des beaux-arts de Montpellier depuis 2017. Son prochain livre, Inclusion, esthétique du capitalocène, paraîtra aux alentours de mars prochain, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, Nicolas Bourriaud nous entretiendra sur la manière dont les œuvres contemporaines sont garantes d'un mode relationnel nouveau des artistes à leur environnement qui s'effectue par une redéfinition des caractéristiques de l'espace de l'Anthropocène. Donc, sur ces paroles, je vous cède la parole justement, M. Bourriaud. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Magnifique. Ben, je suis très heureux d'être avec vous à distance, mais bon, c'est mieux que rien. J'attends avec impatience aussi la réouverture des lieux d'exposition. On a 2 en ce moment à Montpellier qui sont toujours fermés et c'est vraiment un terrible crève-cœur. Mais bon, en tout cas, le sujet de ces discussions correspond vraiment, je pense, aux vrais enjeux en fait, de l'époque. Quand on parle de nouvelles altérités, de nouvelles proximités, je suis un peu parti là-dessus en fait, pour cette courte intervention que je vais réaliser maintenant. Parce qu'effectivement, c'est le déploiement et l'analyse de ces nouvelles proximités, de ces nouvelles altérités, qui va nous permettre de dessiner un nouveau paysage relationnel. Et en fait, vous avez cité Esthétique relationnelle. Mon prochain livre, Inclusion, Esthétique du capitalocène, part en fait de la constatation en fait, que j'ai faite plutôt récemment, que ce qui est assez incroyable finalement dans ce premier livre, c'est qu'il n'est question que d'être humain. Et aujourd'hui, je pense qu'il est plus possible de penser l'art et de comprendre ce à quoi se livrent les artistes si on n'élargit pas ce paysage relationnel au non-humain. Donc c'est un petit peu ce qui m'anime en ce moment. Et ce que je voudrais commencer par décrire quelques motifs dans le sens pattern en anglais. Les motifs qui me semblent être les motifs principaux et qu'on retrouve en fait dans le travail des artistes aujourd'hui. Le premier motif qui me semble crucial, c'est un nouveau sentiment de promiscuité absolue en fait, qui règne sur la Terre en ce moment. Et cette promiscuité s'exprime par il y a un resserrement spatial qui atteint aujourd'hui une intensité extraordinaire et qui provoque de nouveaux plis en fait. Et ces plis font que des espaces qui n'étaient jusque-là pas en contact le sont, que des êtres qui jusque-là n'étaient pas en contact le sont. Pas besoin d'aller chercher très loin. En fait, on a bien vu aujourd'hui un pangolin ou une chauve-souris en fait, sur un marché chinois pouvait totalement modifier la donne mondiale. Et c'est ce type de nouvelle rencontre qui désigne une promiscuité totalement inhabituelle pour l'espèce humaine. Le véritable agent, un des agents les plus puissants de l'histoire contemporaine, ce sont des invisibles, d'une certaine manière. Le virus, bien entendu, mais pas que. Le glyphosate, c'est un invisible. Les déchets de plastique, en fait, sont pour la plupart totalement invisibles également. L'agent de l'histoire le plus important aujourd'hui, c'est la molécule. Et ça modifie profondément notre rapport à l'espace, à la question de la contamination, à la proximité avec les autres.
L'espace que décrivent les artistes aujourd'hui est bien entendu informé par ces choses-là. Et on le voit. Je n'aurai pas le temps de montrer des images et des exemples. J'essaierai de rester à un niveau plus théorique. Mais je pense qu'on peut se référer en fait, à beaucoup d'artistes. Et c'est dans la représentation, bien entendu, que passe ce type de nouvelles proximités, et de nouvelles altérités. Et notamment, on voit aujourd'hui, quand je vous parlais de ces plis qui se créent, c'est un effondrement lent de toutes les hiérarchies spatiales que nous connaissions jusqu'alors. Et cet espace, genre d'effondrement lent, qui crée ces fameux plis, effondrement qui vient de la pression, d'une pression démographique, il y a une pression technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le poids des activités humaines à la surface de la planète dépasse en fait largement le poids des éléments naturels. Et ce qu'on voit aujourd'hui, pour rajouter un autre agent de l'histoire qui me semble important, c'est que la nature, ce qu'on appelait la nature, en fait, et je pense que le terme est assez impropre, accède à un rang de sujet à part entière. On le voit de plus en plus dans le droit même. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, le gouvernement a octroyé à une rivière qui s'appelle le Wanganui le statut de sujet, en fait, donc susceptible d'être défendu devant un tribunal, par exemple. Le gouvernement équatorien également a accordé un rôle de sujet, un statut de sujet au sol du pays. Le droit évolue, nos représentations mentales évoluent aussi, dans la mesure où on prête aujourd'hui très facilement ce qu'on appelle une agentivité à ce qui jusque-là était considéré comme des choses inertes, comme des matières inertes, en fait. Et ça, j'essaierai peut-être d'en reparler un peu plus tard, mais cette question de l'actif et du passif, en fait, c'est quelque chose qui détermine profondément nos représentations. Donc, cette promiscuité, cet effondrement presque lent, produit ce qu'on pourrait appeler une crise de l'échelle humaine. Ce qui devient très compliqué aujourd'hui pour l'espèce humaine, c'est de se représenter dans cet espace nouveau, en fait. On est obligé aujourd'hui de nous accommoder, d'accommoder nos représentations, d'accommoder notre pensée à un espace qui ne possède plus les abscisses et les coordonnées en fait, de celui que nous connaissions et dans lequel nous avons vécu jusqu'alors. Cette représentation classique, par exemple, de l'être humain depuis 2000 ans, c'est une figure sur un fond, par exemple. Et c'est effectivement peut-être le genre, la figure la plus connue de la peinture occidentale. On a une figure et un fond. Et cette simple formule-là est devenue aujourd'hui problématique. Je reviendrai là-dessus. C'est certainement le plus grand facteur de changement des mentalités aujourd'hui. Il y a une auteure américaine, Karen Barad, qui renouvelle assez profondément en fait, le paysage physique en fait, de ce qu'on est en train de vivre et qui explique que tout ce qui existe n'est pas forcément a thing, mais c'est du doing. Tout ce qui existe émerge d'une relation. Et cette idée-là, elle est absolument fondamentale également. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à repenser les thèses que j'avais décrites dans le livre Esthétique relationnelle et que je remets en question de manière à comprendre ce qui se passe dans les ateliers, dans les expositions aujourd'hui. Tout ce qui existe émerge d'une relation. Le philosophe italien Emanuele Coccia, qui a écrit un livre absolument remarquable sur le végétal, sur la manière dont le végétal affecte la pensée humaine, explique que les espèces sont constamment en train de changer le monde parce qu'elles sont obligées de dialoguer et de signer des pactes les unes avec les autres. Donc, ce n'est pas uniquement l'espèce humaine, c'est l'ensemble des espèces végétales et animales, d'ailleurs. Cette primauté
de la rencontre, de la relation sur la chose est aussi un facteur de profond bouleversement de nos représentations, évidemment. La Biennale d'Istanbul, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, avait pour titre le septième continent. Et ce septième continent, c'est le continent qu'on appelle aussi le Great Pacific Garbage Patch. Ce septième continent, c'est ce continent immense, constitué uniquement de déchets de plastique, qui s'est formé en fait au large dans les océans. D'une certaine manière, c'est l'image la plus absolue et la plus forte qu'on puisse trouver de l'Anthropocène aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est un continent qui s'est formé, d'une part, de nos activités. C'est-à-dire que c'est une sorte de miroir, en fait, de notre propre culpabilité par rapport à la planète. Deuxièmement, parce que ce continent, il est inhabitable. Alors, c'est intéressant parce que c'est donc, d'une certaine manière, ça vient boucler une boucle qui est celle du Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, finalement, de ce 21e siècle, il est là, mais personne ne veut y habiter. Et personne ne veut en prendre la possession, parce que le déchet, aujourd'hui, c'est littéralement ce qui échappe à la propriété. C'est la seule chose qui échappe à la propriété, d'ailleurs. Et ça, c'est encore un autre problème. Je parlais d'une boucle. Ce sera le troisième motif que je voulais aborder. Parce que ce motif de la boucle, qui est pas très visible, hein, mais à mon sens absolument omniprésent aujourd'hui. Une boucle, c'est un système en circuit fermé qui se nourrit de lui-même, si vous voulez, et qui est dépourvu de tout dehors. Et ça, je vais y revenir parce que la question du dehors, elle se pose aujourd'hui d'une manière absolument cruciale, et pour la pensée et pour les artistes. La crise de la vache, qu'on a appelé la crise de la vache folle en 2001 déjà, c'était un exemple remarquable de boucle. On retrouve la question de la boucle avec la crise des subprimes de 2008, où on voit les pyramides de Ponzi, en fait, c'est-à-dire l'argent qui nourrit l'argent. C'est exactement la même chose que des vaches qui se nourrissent de vaches. Ces boucles-là sont constitutives de notre système et sont en fait une figure absolument dominante aujourd'hui. Et dans le prochain livre, j'évoque beaucoup Lévi-Strauss parce que je pense que c'est quelqu'un à partir duquel il est vraiment possible de repenser en termes anthropologiques la signification de l'art aujourd'hui. Lévi-Strauss parlait d'autocolonisation. Hein, on est encore dans la boucle, en fait. Cette autocolonisation de l'espèce humaine par elle-même, il l'explique ainsi, je le cite, « Nous-mêmes, c'est-à-dire une humanité devenue trop nombreuse sur un espace terrestre qu'elle ne peut agrandir, est réduite de ce fait à se coloniser elle-même. » On peut voir, mais là ça nous amènerait un petit peu trop loin, comment le système capitaliste s'est toujours en fait perpétué par la création de ségrégation à l'intérieur de lui-même. Aujourd'hui, on pourrait même parler d'une autocolonisation, comme le fait Lévi-Strauss. Et c'est le rapport de notre subjectivité en tant qu'humain avec notre extériorité qui se pose. Cette extériorité peut être à la fois sociale, animale, végétale, cosmique. Et c'est ça qui se trouve compromis en fait aujourd'hui et ce qu'on voit beaucoup à la fois dans les livres, dans les œuvres et dans la pensée en général, c'est des espaces sans dehors. C'est cet espace en boucle, en fait. Un des protagonistes de ce courant philosophique qu'on a appelé le réalisme spéculatif, qui est Tristan Garcia, l'explique pas d'une manière assez intéressante. Il dit la culture réclame un dehors. Ce dehors s'est manifesté, je le cite, par la réapparition dans l'esthétique actuelle d'une nature sans homme, par la figure du post-apocalyptique, entre parenthèses, se représenter le monde tel qu'il sera une fois que nous ne serons plus là, une fois que la culture aura cessé. Donc par la figure du post-apocalyptique et par le goût pour l'horreur comme représentation des limites de la représentation humaine. Je trouve que c'est extrêmement juste ce que dit Tristan Garcia sur cette peur panique
du non-dehors. Quel est notre dehors? Avec quelle force est-il possible d'établir un dialogue aujourd'hui? Sans quoi la culture humaine, la société humaine est condamnée en fait à devenir une gigantesque pyramide de Ponzi ou une gigantesque boucle. Et c'est un petit peu cette... Et qu'est-ce qui se passe dans une boucle, par exemple en musique? On a un effet Larsen, un effet de stridence. Et c'est, là encore, je n'aurai pas le temps de développer ici, mais une figure qui me semble assez caractéristique de la culture contemporaine. Dans ce livre de déjà 1998, donc, que j'ai écrit, qui s'appelait Esthétique relationnelle, on voit aussi, d'une certaine manière, les artistes s'adresser à un dehors, parce qu'ils considèrent être comme un dehors. C'est d'abord les voisins, les communautés qui existent autour d'eux et d'elles et eux, les passants, etc. Il y a une recherche dans toute une génération d'artistes qui commence dans les années 90 d'une extériorité, en fait. Et cette extériorité, ils vont la trouver dans la personne humaine. Aujourd'hui, étant donné que l'être humain, en fait, est devenu la matière première de sa propre économie, à travers les signes que nous laissons sur Internet, qui sont exploités en fait, à des fins commerciales, et qu'on voit encore se dessiner là une fantastique boucle. Une fois qu'il n'est plus possible de considérer l'autre humain comme une extériorité, on voit les artistes se tourner aujourd'hui vers d'autres types de dehors, qui sont l'animal, qui sont le végétal, qui sont le minéral, qui sont l'invisible. Et c'est vraiment, à mon sens, ce qui est plus remarquable et plus caractéristique de l'art de ces 10-15 dernières années, à mon sens. C'est qu'on pourrait appeler la grande externalisation. C'est l'ensemble du réel qui inclut donc les atomes, les choses, les machines, qui devient l'interlocuteur symbolique pour une nouvelle génération d'artistes, en fait, qui intègre aussi la question de l'animisme ou du totémisme dans sa manière de penser. Et là aussi, il y aurait énormément d'exemples. Alors, quel type d'espace donc aujourd'hui? Moi, j'ai tendance à penser que l'art aurait tout intérêt à se comprendre de nouveau comme une forêt, en fait. Il y a un magnifique livre d'Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, qui est une étude qu'il a réalisée en Amazonie auprès des Indiens Runa. Et Eduardo Kohn parle de la forêt comme d'une sémiose. Je vais le citer. Un processus vivant de signes par lequel une pensée en fait émerger une autre, et ainsi de suite, vers un futur potentiel. Et je pense que dans cette métaphore de la forêt, qui aujourd'hui, comme on le voit un peu partout, certainement un type d'espace extrêmement en danger, l'art, d'une certaine manière, et l'histoire de l'art, c'est l'histoire d'une sémiose, exactement comme une forêt pour un Indien Runa. C'est un milieu qui abrite de multiples écosystèmes. C'est une mémoire géante des affects passés de l'humanité et des idées qui ont animé la vie terrestre depuis des millions d'années. C'est littéralement la définition d'une sémiose et exactement l'appréhension sensible qu'un Indien Runa va avoir de la forêt elle-même. Et je pense que ce genre de piste me semble extrêmement importante à suivre. Une exposition, de certaine manière, une exposition d'art, c'est une forêt aussi. C'est un milieu relationnel dans lequel on se trouve en tant que visiteur en état de rencontre. C'est-à-dire que là, c'est la rencontre qui va primer sur la chose, en fait. Et en état de dialogue, bien entendu. C'est un espace qui, écologiquement, et là, on parle plutôt d'une écologie sensible, d'une écologie mentale, d'une écologie de l'esprit, pour reprendre le terme de Gregory Bateson, une exposition, c'est aussi une expérience
Et je pense que les artistes qui m'intéressent le plus aujourd'hui, en fait, que ce soit d'ailleurs des peintres, je veux juste citer 2 ou 3 personnes, peut-être Tala Madani ou Ambera Wellman, ou des artistes genre, qui font de l'exposition elle-même leur médium, comme Pierre Huyghe peut le faire, comme Thomas Hirschhorn peut le faire aussi dans d'autres, avec tout à fait d'autres problématiques. C'est un format que je rapprocherais de la sémiose. Ouais. Je pense que je sais que je ne dois pas dépasser le temps qui m'est imparti. Donc, si je continue à parler, je vais être trop long. Et si je m'arrête, je serai un peu abrupt. Mais je pense que je peux essayer de m'arrêter ici sur l'idée que vous gardiez en tête, cette idée d'une exposition comme une forêt sémiotique, dans laquelle on se retrouve en état de rencontre.